Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, on vous fait découvrir une popote roulante qui a du cœur et du goût. Nous aurons le plaisir de recevoir en studio nul autre que le maire de Laval, M. Marc Demers, qui va venir nous parler de la programmation de Laval en blanc 2016. Saviez-vous que dans le sous-sol d'une église de Laval, on peut apprendre comment danser le country? On vous dira où et quand. Connaissez-vous le livre L'île en mémoire? C'est un collectif de 14 auteurs qui nous racontent des histoires absolument savoureuses, justement, sur l'histoire de Laval. On va en jaser. Et également, puisqu'on est dans les lettres, on va parler de la 21e édition de la Dictée lavalloise. Nous ferons connaissance avec la réputée troupe de danse folklore urbain Zogma, qui a son siège social à Laval. Et qu'est-ce que l'on obtient lorsque l'on réunit Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt dans un thriller financier? Eh bien, notre critique cinéma va nous dire ce qu'il a pensé de ce film qui a pour nom La casse du siècle. On va savoir si c'est un bon investissement, divertissement. Édition de la semaine du 31 janvier 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui, on parle du groupe d'entraide La Rosée et on reçoit Régent Lachapelle. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, moi, je veux savoir un peu c'est quoi justement ce groupe d'entraide-là, La Rosée. Le groupe d'entraide La Rosée est un organisme communautaire, premièrement, et aussi une entreprise d'économie sociale. Nous faisons la popote roulante comme organisme communautaire et comme entreprise d'économie sociale, nous avons une friperie, une meublerie, ce sont des meubles usagés, des vêtements usagés que l'on revend pour nous aider justement à fournir la popote roulante aux gens. Nous avons aussi une subvention du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval. Mais la friperie et la meublerie nous aident vraiment beaucoup. Le groupe a commencé à se former en 1988. La population s'est mobilisée. Ensuite de ça, ça a été incorporé en 1990. OK. Et en 1995 a débuté la popote roulante. Puis vous êtes situé où, à peu près? Nous sommes situés sur le boulevard d'Agenais-Ouest, à Laval, près d'Arthur Sauvé, tout près du pont, là, pour aller à Saint-Eustache. OK. Puis moi, je veux savoir, bon, on va parler un peu de la popote roulante. Comment ça a commencé, cette idée-là? Tu sais, d'où c'est parti que vous vous êtes dit, nous, on va partir ça, parce qu'il y avait un certain besoin? Oui, il y avait un besoin parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont pas capables sans faire. Ils sont à mobilité restreinte ou ils ont des incapacités. Alors, il y avait un besoin, à ce moment-là, de fournir des repas chauds le midi à ces gens-là. Les repas sont faits le matin. Okay, c'est toujours très frais, là. C'est toujours le matin même. C'est toujours frais, c'est toujours fait le matin même. Et on a plusieurs bénévoles qui participent à la popote roulante. On a une quinzaine de bénévoles qui participent à la popote roulante. Nous faisons aussi des accompagnements pour les rendez-vous médicaux. Ah, ouais? Ça aussi, on a des bénévoles qui font ça. On a une dizaine de bénévoles qui font les accompagnements pour les rendez-vous médicaux. C'est quoi à peu près le type de repas que vous offrez à ces personnes-là? Est-ce qu'il faut qu'il y ait... j'imagine qu'il faut que ça rentre dans certaines normes. Oui. Présentement, c'est plutôt traditionnel. Pâté au poulet, spaghetti, pâté chinois. Est-ce que ça varie comme c'est... Durant toute la semaine, vous avez... Y a-tu un... C'est un peu niaiseux à dire, mais un menu, tu sais, est-ce que vous avez comme un repas à chaque jour de la semaine? Oui, on a un repas à chaque jour de la semaine. Comme nous, à La Rosée, au groupe d'entraide La Rosée, on fait les repas 5 jours semaine. OK. Il y a 3 jours semaine qu'on fait environ 60 repas par midi. Et les 2 autres jours, on en fait une quinzaine parce qu'il y a une autre popote roulante dans notre secteur qui, eux, ils vont desservir un certain secteur 2 jours par semaine. Puis qu'est-ce que ça prend pour, justement, recevoir ces repas-là? Est-ce que vous avez... j'imagine que vous ne demandez pas nécessairement une carte qui... Non. Qu'est-ce que ça prend? C'est les gens en perte d'autonomie. Que ce soit temporaire ou permanent, comme perte d'autonomie, les gens doivent passer par le CLSC ou le centre intégré. Nous, ce sont ces personnes-là qui nous réfèrent les gens. On ne peut pas, par exemple, passer un dépliant à chaque porte et dire si vous voulez la popote roulante, on va vous passer.
on va vous passer la popote roulante, là. Puis j'imagine que vous avez, bon là, vous m'avez parlé de bénévoles. Vous avez des partenaires aussi? Oui, certainement. Est-ce qu'il y en a qu'on connaît bien ou qu'on veut nommer? On a des partenaires. On a eu comme, par exemple, le CLD de Laval. OK. On a eu les élus de Laval. Là, Ouais. Mais ces groupes-là sont un peu en disparition présentement. Là. Ils sont en réorganisation. Mais c'est tout le monde qui vous aide. Oui, faire c'est en sorte ça. que ça C'est marche, puis ça roule. Exactement. Puis notre gros, c'est le C3S de Laval, là, le OK. CI3S. Eux nous fournissent une subvention chaque année pour nous aider justement à faire la popote roulante. On a quand même, on est 6 employés Oui, OK. au groupe d'entraide de la Rosée. En tout, on a une quarantaine de bénévoles qui viennent nous aider chaque semaine. Vous êtes chanceux. Oui. Heureusement que ça implique comme ça. Oui. Ça représente énormément d'heures. Hein. Si on prend, par exemple, comme la popote roulante, ça représente environ 3200 heures de bénévolat par année. C'est bon. Fait que c'est beaucoup, là. Wow. Je lève mon chapeau à ceux qui font du bénévolat comme ça. Vraiment, c'est très Ah bon. oui. Si on n'avait pas ces gens-là, là, c'est sûr qu'on n'y arriverait pas. Puis c'est quoi le futur? Qu'est-ce que vous voyez pour le futur de la popote roulante? Ben, ce qu'on entrevoit présentement, c'est premièrement une augmentation, probablement à cause du vieillissement de la population, une augmentation de demandes de repas, de demandes d'accompagnement médicaux. Alors, il faut s'organiser, en 2013 environ, là, on a eu un gros boom. Là, la demande a augmenté de 20-22 là. Wow. Fait que depuis ce temps-là, c'est un peu plus stable, mais OK. on s'attend qu'à un moment donné, là, ça va augmenter. Puis aussi, un défi, je crois, qui va se présenter pour l'avenir, c'est au niveau des immigrants. OK. On a de plus en plus d'immigrants. Alors, eux, quel genre de repas on va leur préparer, etc. On n'est pas là-dedans Ouais. encore, là. Non, je mais comprends. on y pense. Puis pour toutes ces informations-là, est-ce qu'on a un site Internet, une page Facebook où on peut vous rejoindre? Le groupe d'entraide La Rosée a un site Internet. C'est www.entraidelarosée.com. Parfait. Et aussi, vous pouvez passer aussi par l'Association des popotes roulantes de Laval. OK. On a un regroupement. On a 8 popotes roulantes à Laval et c'est l'Association des popotes. Là. Ben, génial. Ça va être écrit en bas de l'écran Ouais. de toute manière. Merci beaucoup, Régent, d'être venu dans nos studios ce matin. Merci à vous. Merci. L'hiver, certains le fuient, d'autres l'endurent et d'autres le savourent. Justement, pour mieux le savourer, si vous faites partie de cette dernière catégorie, il y a Laval en blanc 2016. Et pour nous en parler, il est dans le studio, le maire de Laval, M. Marc Demers. Merci d'être ici à Laval et compagnie. D'abord, première question qui s'impose, M. Demers, est-ce que vous aimez l'hiver? Et si oui, quel est votre sport d'hiver préféré? Alors, j'adore l'hiver. Moi, c'est des activités avec mes petits-enfants. On est en train d'organiser une reconstitution de la guerre des Tucs. Donc, des forts de neige, c'est ça? Le phare est déjà OK. fait, en partie en bois, en neige. Et j'essaie de convaincre mes petits gars que ça sera les gars contre les filles, mais je suis le seul à penser ça. OK, correct. Dites-moi, Laval en blanc, vous, c'est votre troisième fête de Laval en blanc, si je ne me trompe pas? Effectivement. Parce qu'avant, c'était À- Sainte-Rose en blanc. Non, en fait, compte, c'était Sainte-Rose en blanc. C'est ça. Dans le cadre du 50e, Vous êtes nous devenu avons Laval en fait blanc, c'est ça. Laval en blanc avec 4 sites différents. Et suite au succès, on a décidé de revenir avec Laval en blanc à Sainte-Rose et dans le centre de la nature. Qu'est-ce qu'il y a à Sainte-Rose pour que cette fête-là soit née là? Ça fait quand même, 12 ans qu'elle existe, si je me trompe pas? Effectivement. Premièrement, l'enthousiasme des organisateurs, des gens qui ont fait le concept, qui l'ont érigé, et des citoyens qui y participent. C'est l'occasion d'avoir de l'art, de l'activité physique, du patrimoine, du grand air, de la nature. Alors, Et tout le site est extraordinaire. le d'autant site est formidable. Et maintenant, ce site-là, pour le Centre de la nature comme site, pourra bénéficier des mêmes avantages pour l'ensemble de nos citoyens. Est-ce que les deux programmations sont aussi importantes, celle du 50e et celle de 2016, ou on revient, disons, à des dimensions plus normales? La dimension de 2016, on veut en assurer la pérennité.
Alors, c'est quelque chose qui devrait se reproduire d'année en année. En 2015, il y avait effectivement les fêtes du 50e qui ont été bonifiées. C'est pour ça qu'il y avait 4 sites. Maintenant, on se limite à 2 sites, mais on devrait répéter pour les années à venir. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir le monde l'hiver quand il fait moins 20? Je me pose la question encore. Oui, écoutez, premièrement, on n'est pas sûr qu'il va faire moins 20. Non, Maintenant, mais ça devrait être dans les alentours de, non? Pas nécessairement. Okay. Maintenant, il y a des places se réchauffer. OK. Il y aura des tentes, des abris, des lieux. Alors, on peut être à l'extérieur un peu, mais c'est l'activité physique, c'est le plein air, c'est la beauté de notre beau pays, de notre province, du Québec. Et en même temps, c'est l'art. C'est l'occasion de montrer aussi aux jeunes de profiter de la neige, de profiter de notre beau paysage. Alors, Parce que les jeunes sont souvent dans le sol après des manettes en train de jouer à des jeux vidéo, tandis que là, ils peuvent sortir et en profiter. Si vous allez me permettre justement de mentionner quelques-unes des activités, parce que dans une première fin de semaine, c'est Sainte-Rose et ensuite, c'est le Centre de la nature. Alors, rapidement, il va y avoir traîneau à chiens, slackline, atelier de sculpture de neige, promenade en carriole, curling. Ça, il faut que j'essaie ça. Avez-vous déjà joué au curling, vous? j'ai jamais joué au On curling, va mais je jouer devrais être bon sur le balai. Oui, oui. OK, moi, ça devrait être sur la pierre, mais ça, on verra. OK, kart à pédale, ça sur la glace ou sur la neige. Glissade, patinage, pêche sur glace, structure de neige géante, randonnée guidée. Écoutez, il y a des mises en forme, animation et ainsi de suite. Tout ça, c'est dans le cadre, donc, de ces différentes fêtes. Et vous voulez rajouter? Et plus, Oui, il y ben aura oui, des c'est ça. spectacles C'est et ça. il y aura feu d'artifice. Oui, parce qu'il y a un spectacle qui commence, qui est un spectacle country, avec Mountain Daisies. Il y a Stephen Faulkner et qui d'autre? Attendez, l'autre. Je l'ai dans mes affaires, moi, le trouver. Ta-ta-da! Ah, Jonathan Pinchot. Ouais. Hein, je suis pas pire. Puis ensuite, on arrête le spectacle, feu d'artifice, puis ça recommence après. Effectivement. OK. Vous, est-ce qu'on va vous voir sur le site? C'est sûr. À différentes occasions. Le 5, je devrais être là. Et je vais essayer d'avoir mes petits-enfants aussi. Bien sûr. Vous en avez combien au juste, M. le maire? 6 petits-enfants. Bien, il va vous manquer de bras, peut-être. Il faut peut-être que je le mentionne, parce que là, on a parlé de ça, mais il y a aussi King Melrose, le 6 février à 20h. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, vous allez beaucoup aimer, je suis pas mal sûr de ça. En plus, il y a Sweetgrass, Rose Gabon, c'est des spectacles plus en après-midi. Et puis, il y a même une lecture publique avec Pierre Lebeau. Vous savez, la belle voix de Pierre Lebeau, le comédien. On va présenter ça le 6 février à 18h. Et ça met aussi non seulement Pierre Lebeau en vedette, mais aussi Aubert Palacio. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Marc-André Brunet et André-Luc Tessier dans une lecture de la pièce qui a pour nom « Bercez vos oreilles ». Ça, c'est la première portion, OK? Donc, 5, 6, 7. Si tu mets ça, je ne me trompe pas, j'espère que oui. Effectivement. C'est ça, 5, 6, 7. 7 février à Sainte-Rose. C'est ça, OK. Puis après ça, l'autre fin de semaine, ensuite, 13 et 14 février. N'oubliez pas que le 14, c'est la Saint-Valentin, je vous dis ça comme ça en passant. Là, on est au Centre de la nature. Oui. C'est une autre fête. Ça a l'air d'être une fête peut-être même un peu plus familiale encore. Effectivement. Et au Centre de la nature, l'environnement est féerique. Et Vous m'avez appelé? Pardon? Féerique. C'est moi ça. Non, écoutez, ouais, j'y avais pas pensé. Non, c'est ça. Et tout ça est gratuit pour l'ensemble des Lavallois et, évidemment, nos voisins, nos amis, notre parenté. Bon, OK. Là, je vais faire le tour des différentes activités. Il y a des spectacles pour les enfants, comme je vous ai dit. Il y a de la trottinette de neige. Il y a aussi des structures de neige géantes. Et vous allez-vous jouer au hockey, vous? Non. Attendez un peu, là, ça marche pas, ça. Les élus municipaux jouent contre les élèves de la commission scolaire Syl-Wilfrid Laurier et de la commission scolaire de Laval pour lutter contre le décrochage. Ça, c'est le 13 février à 10h et 12h30. Effectivement. Vous ne jouez pas au hockey? Je serai là, mais je ne joue pas au hockey. Qu'est-ce que vous allez être, entraîneur, quelque chose derrière le banc? Directeur général, m'en faire des échanges pour avoir une bonne équipe de notre côté. Fait que vous allez donc faire des échanges pendant la partie ou avant? Possiblement. OK. Il faut que je vous dise aussi qu'il faut s'inscrire à certaines activités auparavant. Il y a donc des activités qui sont, bien sûr, comme contingentées, mais cependant, tout est gratuit. C'est un budget de combien? Ça représente combien, ces différentes fêtes-là, monsieur? Le budget de la base, je ne le sais pas par cœur. OK. Je ne me rappelle plus, mais effectivement, c'est dans les budgets de la ville. Puis on tente de rejoindre combien de Lavallois? Le nombre de Lavallois, c'est le maximum, Bien sûr. évidemment. Bien sûr. C'est ouvert à tout le monde et j'espère avoir plusieurs milliers de personnes, peut-être. Si je ne suis pas de Laval, comme moi, là, je suis de Boisbriand, est-ce que je peux venir participer? Vous allez me recevoir quand même? C'est ouvert à tout le monde. OK, c'est ouvert Il n'y à a tout le pas monde. d'identification. Il y a juste les frais de stationnement qui sont gratuits pour les gens de Laval au Centre de la nature.
Laval-en-Blanc, ça a 12 ans d'histoire, si on inclut celle de Sainte-Rose-en-Blanc. Est-ce qu'il y a encore de la place pour grandir dans le cadre de cette fête hivernale? Est-ce que vous la voyez encore à plus grand déploiement et peut-être un peu partout dans la ville éventuellement? Définitivement. Écoutez, dans le Parc des Prairies, on peut le faire. Nous l'avons fait. Alors, il y a plusieurs sites au niveau de Ville de Laval. C'est une question d'organisation, une question de budget et de réponse du grand public. Alors, on va s'ajuster avec la réponse des gens pour offrir un produit que les gens vont apprécier et pouvoir consommer en famille. Avec un maximum de familles, justement. Effectivement. C'est important. Puisqu'on est dans l'hiver, le déneigement, on doit être comme un peu... On a eu moins de neige, je pense, cet hiver. Est-ce que je me trompe? À date, il y a eu moins de neige et nos opérations de déneigement ont très, très bien été et on est en phase toujours de remise en question sur nos façons de faire, d'examen, mais à date, le déneigement à Laval a été un succès dans son ensemble. Et le déglaçage au jus de betterave, comment ça s'est passé, ça? Ça va bien. Ça va bien aussi à date, mais on attend des résultats pour l'examen de tout ça. Donc, des chemins savoureux en même temps. Alors, il faut vous rappeler que Laval-en-Blanc, c'est les vendredis 5, samedi 6 et dimanche 7 février. C'est dans le Vieux-Sainte-Rose. Vous pouvez passer la journée là sur place. Il y a des restaurants, de l'animation. On monte même de la cuisine de nos aïeuls. Il y a aussi le Centre de la nature le samedi 13 et dimanche 14 février. Si vous voulez avoir des informations, faites lavalenblanc.laval.ca. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas. OK. Il y a aussi la page Facebook. Vous allez y avoir là tous les détails. Et sinon, 311 pour le service téléphonique. Vous pouvez avoir là aussi tous les détails. Puis ce dépliant, on le retrouve dans tous les départements municipaux, en fait, les bâtiments de loisirs municipaux. Effectivement, les BML, bibliothèques, sur nos sites. Et aussi dans les commerces autour de, justement, de Sainte-Rose et également sur le centre de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la fin d'hiver, là, monsieur le maire? Écoutez, de voir l'ensemble des familles, de voir les gens à Laval-en-Blanc, d'être présents et je serai présent. Alors, c'est une occasion de saluer. N'hésitez pas à venir nous saluer et puis profiter de ces belles journées. Je vous souhaite un bon hiver pour ce qui en reste. Merci beaucoup. Merci, M. Demers. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour ma chronique bien-être, je vais vous transporter dans l'univers western. Non, on va pas faire de l'équitation, ben trop peur des chevaux, moi. Mais... la danse country. Saviez-vous, j'avais vraiment envie de découvrir la danse country parce que c'est pas vraiment mon époque. J'étais même curieuse de savoir si ça se dansait encore. Eh bien oui, la danse country attire des milliers d'adeptes au Québec. Cette danse typique fait travailler le cardio, la coordination et le sens du rythme. La danse country a beaucoup évolué depuis le temps. Prenant racine dans les danses traditionnelles européennes ainsi que le square dance, elle a finalement épousé l'allure et le style des cowboys de l'époque. Aujourd'hui, la danse country se danse en ligne ou en couple sur des mélodies de style country. Bon, j'ai pas réussi à trouver de cowboy de disponible aujourd'hui, mais j'ai Isabelle Labrosse, enseignante de danse country, qui va nous en parler avec plaisir. Je suis présentement en compagnie d'Isabelle Labrosse. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Pour les personnes qui nous écoutent à la maison et qui se demandent c'est quoi la danse country, concrètement, c'est quoi les principales caractéristiques de cette danse? C'est que la danse country, contrairement à d'autres danses, peu importe l'âge, le poids, la coordination, tout le monde est capable de réussir à faire de la danse country. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Oh oui, vraiment, oui. Quand les gens commencent un cours de danse country, est-ce qu'il y a comme une danse de base que tout le monde apprend la même chorégraphie?
Non, il y a des pas de base, OK, comme la vigne, des mouvements de base. Puis chaque musique, OK, il y a sa chorégraphie. Donc, c'est sûr qu'il y a des classiques, OK, qui restent que, peu importe, tu sais, où ce qu'on va, que c'est des vieilles musiques, mais que ça reste que c'est une danse. Mais en tant que tel, il n'y a pas de danse de base, mais il y a des mouvements qui sont répétés dans chaque chorégraphie là, de danse. OK, je comprends. Donc, il peut avoir une danse, que ça va être la même danse, peu importe la danse country, mais ça veut pas dire que c'est la danse de base. Non, c'est ça, exactement. Parfait. J'ai vu que tu organisais des soirées dansantes. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, ben de la façon que ça fonctionne, c'est que ben on danse toutes les danses qui ont été apprises les plus populaires. Puis il y en a pour les débutants, les intermédiaires, les avancés, les partenaires. Puis on fait souvent, mettons, quand il y a des danses pour les intermédiaires, ben, on fait une équivalence pour les débutants. Donc, fait que le débutant, ben il pratique sa danse, c'est sûr, sur une autre musique, en sachant que c'est pas la musique principale. Mais on danse toute la soirée sur les musiques qui ont été apprises dans les cours de danse. Puis ça, les soirées dansantes, c'est ouvert pour tout le monde, même si on n'est pas, exemple, inscrit à votre école de danse? Oui, bien souvent, il y a d'autres écoles qui viennent dans les... On visite les autres écoles, puis les autres écoles viennent nous visiter pour faire la danse. Fait que c'est ça que ça crée une belle soirée, là. Oui, vraiment, vraiment. Est-ce que vous faites des spectacles aussi? Comme je sais qu'il y a le Festival Saint-Tite qui est très populaire. Oui, on fait des spectacles. Ça arrive que des fois, dans des places, qu'il y a des gens qui font un souper de Noël pour leur compagnie. Ils veulent des spectacles, ils font un thème country ou des choses comme ça. On va enseigner aussi dans des places, comme ça. Mais oui, il y a des spectacles qu'on fait aussi. Aussi, à notre bal de fin d'année, là, on organise toujours des chorégraphies là, avec les élèves. Puis les amis, les enfants des participants peuvent venir les voir danser. Exactement, oui. C'est le fun. Pourquoi conseillerais-tu la danse country pour quelqu'un qui cherche une nouvelle activité physique? Bien, la danse country, comme j'ai dit tantôt, ben c'est vraiment ouvert à tout. Puis, tu sais, chaque personne peut vraiment tout suivre. Puis, c'est sûr que ça l'apprend à mémoriser les danses. Donc, on travaille beaucoup notre mémoire, vu que chaque musique a sa danse. Puis, en même temps, ben c'est sûr que ça fait faire une perte de poids pour ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent le maintenir. Puis, tu sais, c'est vraiment de la danse pour s'amuser aussi, là. Oui, c'est bien dit. Est-ce que tu peux me montrer quelques petits pas de base pour nous donner un petit avant-goût? Ben oui. Oui? OK. On fait, mettons, une vigne, OK? Ça, c'est le mouvement le plus populaire dans la danse country. Fait qu'on va à droite, on part avec le pied droit, on va à droite, on croise, on va à droite. Il y a aussi le shuffle, OK, qui est comme un cha-cha. Donc, on fait 2 fois en avant le pied droit, on fait 1 et 2. Ça, c'est un autre mouvement dans la danse country. On va essayer? Oui. Montre-moi un 8 ans de mouvement, puis après, je vais l'essayer. C'est bon. Fait que on va faire la vigne à droite, OK, sur 1, 2, 3, 4. On va faire un stomp. OK, un stomp, c'est un coup de talon. Pas un coup de talon, un tape à terre. Puis là, on va twister, donc ça va faire 5, 6, 7, 8. C'est bon. Je vais essayer. Merci beaucoup. Finalement, on voit vraiment que, comme tu l'as si bien dit, c'est amusant. C'est un moment plaisant dans lequel aussi on fait de l'activité physique. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à vous.
L'île en mémoire. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. 14 auteurs nous racontent 24 histoires. C'est sœur Henriette Lépine que l'on découvre en tournant les premières pages de l'île en mémoire. Les petites glaneuses, un récit de Claire Varin. En couverture, une œuvre de l'artiste peintre Manon Ruffet. L'île en mémoire, c'est aussi une rencontre avec M. Gérard Corbeil, l'ami qui a choisi l'ombre. Lettre à un furteur de l'île Jésus d'Aimé d'Andois. À lire un moment d'histoire. Jacques Janvier Joubert, propriétaire de ferme laitière et aïeul de Louise Joubert. C'est Claire Varin, présidente de la Fondation Lavalloise des Lettres, qui a dirigé les auteurs. À Casimirville ou encore à Pont-Villaud, avec Jeannette Duguay. Parce que papa, où il livrait la glace, il y en a qui n'avaient pas les moyens de payer un bloc de glace. Dans le bois, c'est pareil. Non, il y avait beaucoup de pauvreté et de misère. Après avoir rencontré Mme Duguay, je sais presque tout de Casimirville. Notre prochain invité est à l'avant-poste de la promotion, mais également de la diffusion de l'art littéraire dans notre communauté. Elle est présidente de l'association Fondation, Lavalloise des Lettres Claire Varin. Merci d'être ici à Laval et compagnie. Je ne sais pas la première fois qu'on fait une entrevue, vous et moi. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu avant, un petit peu d'historique, puis la mission de cette fondation. C'est une fondation qui a été créée en 2003 pour aider notamment les organismes littéraires dans la région et pour la réalisation d'activités à caractère littéraire. Est-ce qu'il y en a beaucoup, justement, de ces activités au cours de l'année? Oui, il y en a beaucoup, non seulement faites par la Fondation, mais par la Société littéraire de Laval, par l'organisme lié avec moi qui fait la promotion de la littérature jeunesse, notamment. Donc, oui, il y a beaucoup, ces temps-ci, il y a beaucoup de propositions. Oui. Qui fait affaire avec vous, la Fondation? On ne fait pas affaire avec nous, nous donnons. OK. Alors, vous distribuez de l'argent, c'est ça? Nous avons 3 objectifs, en gros. On doit ramasser des fonds pour aider des organismes littéraires de la région. On soutient des concours intercollégial de poésie et le concours de la chronique littéraire, dont on va parler un petit peu. Oui, parce que c'est en cours. C'est ça. Et puis, on réalise des projets, notamment des publications. On a réalisé pour les 40 ans de Ville de Laval, on avait réalisé une île en mots et un coffret de 40 cartes postales avec mots d'auteur. Et ça, c'est une de nos missions, de créer des publications. Et pour la 50e, vous avez fait l'île en mémoire. Exactement. C'est donc 14 auteurs qui racontent 24 histoires. 14 auteurs, 24 histoires. On s'est dit, moi, je me suis dit, on n'attend pas que les gens meurent pour ramasser les histoires, les assembler. Très bonne idée. Oui. Alors, 14 auteurs comme un clin d'œil aux 14 anciennes municipalités de l'île Jésus. Ah, OK. Oui, c'est ça. Alors, j'ai choisi dans un bassin d'auteurs à Laval, la grande majorité sont de Laval ou ont vécu à Laval. On passait leur enfance à Laval. Oh, certainement. On a été à la rencontre des acteurs ou des témoins des changements qui sont survenus sur l'île Jésus il y a 50 ans. Est-ce que c'est un peu romancé, étant donné qu'on peut prendre certaines libertés, j'imagine? C'est évident que j'ai demandé que ce soit littéraire. Donc, il y a des visées esthétiques quand même, et que ce soit comme un conte. Non, en fait, pas tout à fait un conte. Des récits. Alors, on était à la rencontre de plein de gens plusieurs que vous connaissez, des anonymes ou des personnalités, comme par exemple Monseigneur Turcotte. Oui. Il nous a accordé sa dernière entrevue avant son décès. Oui. Et il avait été consacré, ordonné prêtre à Laval, à l'église Saint-Vincent-de-Paul. Et il a donné sa première messe. Alors, ce livre contient 115 photos tirées des archives personnelles des gens. Il y a aussi Claudette Lefebvre, qui a été un des bâtisseurs du pont Papineau. Mm-hmm. Alors, on a réuni des bâtisseurs également, donc des témoins, des personnes plus anonymes, comme une dame qui vivait à Casimirville. On appelait ça Casimirville dans le temps parce que c'est un lieu très pauvre. Et puis, ça réfère à une émission, je pense que c'était à la radio. Hein? OK, sûrement parce que je ne l'ai pas connue. C'est ça. Donc, Casimirville, une dame de Casimirville. On a des religieuses. Je me
me suis beaucoup intéressée à l'histoire, en fait, parce que près de chez moi, à Laval-des-Rapides, il y avait le couvent des Sœurs des 5 Heures de Jésus et de Marie. Et donc, j'ai été... On dit d'ailleurs qu'il y a des sœurs qui ont traversé un pont, que c'est à cause de ces Exactement, sœurs-là. c'est la couverture du livre. Exactement. 5 religieuses des 5 Heures de Jésus et de Marie sont arrivées dans les années 20, sont arrivées pour enseigner dans une école. Ben voilà, ça a commencé comme ça. Et j'ai rencontré une des religieuses qui était enseignante à l'époque. C'est vraiment chouette. Mais il n'y a pas que des religieux dans le livre. Il y a vraiment toutes sortes de monde. C'est fou d'avoir autant d'histoires avec si peu d'années, parce que 50 ans, c'est quand même assez relativement. Bien, des fois, on remonte à 70, oui. là, mais en tout cas, toutes les personnes sont vivantes, celles qu'on a rencontrées. Oh, il y en a énormément. C'est dommage que on va les ajouter, oui, sûrement, j'imagine. Un policier éducateur, un ingénieur électrique, un ingénieur qui a vu peindre Marc-Aurèle Fortin nous raconte son histoire. Vous-même, vous avez écrit? Oui, j'en ai écrit plusieurs, parce qu'on a fait ça à l'été 2014, et beaucoup d'écrivains étaient en vacances. Alors, moi, j'avais des prospects. Vous aviez des textes à ce moment-là, quoi? Non, j'ai choisi un peu les gens dans un peu toutes les anciennes municipalités, les témoins ou les acteurs, et puis j'ai assigné des écrivains à ces gens. Mais il y en a qui n'étaient pas disponibles, et j'ai dit, bien alors, écoutez, moi, je ne peux pas faire attendre mon centenaire, là. Mon centenaire, je vais aller l'interviewer moi-même. Alors, ça, c'est le livre. Il était en vente partout? Oui, ça a été publié à la courte échelle. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous avons eu un partenariat avec le Collège Annecy. Oui, département d'imprimerie, d'ailleurs. Département d'imprimerie et d'infographie. Alors, ce sont les étudiants qui ont monté le livre. C'est bien quand même, parce que c'est intergénérationnel aussi. Hein? Oui. Donc, et ils ont imprimé le livre au collège même. Alors, on est très fiers de ça. Et c'est l'histoire de Laval. Et c'est surtout un très beau collectif à garder et peut-être à offrir à quelqu'un qui, justement, vit ici, à Laval ou ailleurs. Certain. Rapidement, on va parler donc du concours de chronique littéraire, puisque vous en avez parlé. Oui. C'est quoi les critères pour participer à ce concours-là? C'est la 3e édition cette année. 3e édition, tout le monde peut participer et on a élargi ça même, c'est Laval, mais tout résident du Québec peut maintenant participer parce qu'on veut que Laval rayonne. Bien sûr. On veut que Laval rayonne. Bien sûr, alors, sortir de ses frontières. Oui, exactement. Puis c'est un des buts de la Fondation. Donc, et c'est la chronique littéraire, c'est un genre un peu moins usité, hein, n'est-ce pas? Je pense, sauf erreur, que ça n'existe pas. Un concours de la chronique, je ne crois pas que ça ait jamais existé. Donc, c'est ça, on vous laisse démarquer un petit peu. Qui dit chronique dit court texte quand même. Texte court, 3 pages maximum. Un texte où il y a de la réflexion, où il y a des idées. C'est comme un billet d'opinion, un peu? Oui, mais sur un livre, un auteur. OK. Mais évidemment, c'est pas juste j'aime un tel ou une telle, là, hein? On s'entend. Il faut qu'il y ait un ancrage dans l'actualité, tout de même, un peu. De toute façon, ceux qui sont des auteurs savent exactement de quoi on parle en ce moment, si on parle du style de chronique. C'est pas nécessairement, hein, parce que chronique littéraire, c'est moins... Faites vos recherches, mais cependant, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez envoyer vos textes en 4 copies. Vous en identifiez une, et les 3 autres sont anonymes. Et on peut les envoyer au concours de la chronique littéraire, Fondation Lavalloise des Lettres. L'adresse va apparaître à l'écran. 397 Boulevard des Prairies, bureau 301, Laval, Québec, H7N2W6. Je n'ai pas eu le temps de prendre ça en note. Faites donc fondationlavalloisedeslettres.org. Vous allez avoir là tous les détails. Ou sinon, appelez au 450-688-1000, c'est le numéro de téléphone de la Fondation. Merci, Claire Lorrain. Jusqu'au 15 mars. Jusqu'au 15 mars. Merci beaucoup. C'est bien de le préciser. Merci. Zeugma est une compagnie de danse qui soutient la démarche artistique de plusieurs créateurs. Nous recevons aujourd'hui Yaël Azoulay pour nous parler de ce collectif de folklore urbain. Bonjour Yaël. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Bien oui, pareillement. Pour commencer, peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement Zeugma et c'est quoi sa mission? Oui, bien, Zeugma, en fait, c'est une compagnie de création en danse. Donc, on est une compagnie professionnelle. Notre siège social est à Laval et on existe depuis 2001. Donc, on fête notre 15e anniversaire cette année. Et on a donc des créateurs qui font des chorégraphies en danse où est-ce qu'on fait une genre de fusion entre des danses traditionnelles du Québec, donc la gigue québécoise, qui est une forme de danse percussive, qu'on mélange avec d'autres formes de danse percussive aussi, le body percussion, et on allie tout ça avec du mouvement, une gestuelle plus contemporaine. Donc, ça donne vraiment un style unique. Puis, à partir de là, on fait des créations qui sont axées jeune public, grand public, en salle, en extérieur, etc. Puis, on fait de la tournée un peu partout. Vous faites de la création
à l'interne avec vos danseurs ou bien on peut engager une chorégraphe de chez Zeugma pour faire un spectacle ou quelque chose comme ça? Bien, c'est un collectif, donc il y a plusieurs personnes qui ont différents rôles dans la compagnie. Donc, on a des chorégraphes qui travaillent précisément sur des productions de la compagnie. Puis oui, on peut engager la compagnie puis dire on a une demande d'une création chorégraphique. Par exemple, on le fait avec certaines écoles de danse. Ça arrive souvent à travers la province. Ou est-ce qu'on a des commandes chorégraphiques de monter des numéros spéciaux selon la clientèle et tout ça. Donc, ça arrive aussi. Mais on a comme une équipe d'environ 8 à 10 danseurs réguliers dans la compagnie, 8 à 10 interprètes qui font vraiment partie des créations régulières de la compagnie, en fait. Et on peut engager les danseurs professionnels aussi pour d'autres productions? Ça arrive aussi, ça peut arriver tout à fait. Mais dans le fond, la compagnie, comment ça fonctionne, c'est vraiment quand on travaille à temps plein, ce qu'on appelle notre temps plein, on répète 15 heures par semaine en studio, donc 3 jours à 5 heures. Et puis, donc c'est ça, il y a les danseurs qui sont là, qui font leur formation au sein de la compagnie. On a des apprentis aussi qu'on prend en audition une fois de temps en temps, qui intègrent la compagnie graduellement. Donc, par exemple, moi, ça fait depuis 2003 que je suis avec la compagnie. Donc, ça fait comme interprète. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça s'appelle une interprète. Une interprète, bien, ça englobe un peu toutes les fonctions d'être sur scène, là, si on veut, mais évidemment, on est des danseurs, oui. Comme chanteuse, interprète? Il y en a, c'est ça, exactement. On a des qui sont des musiciens, on a de la musique en live sur certaines des productions, on a de la chanson aussi parfois, donc voilà. Vous avez vraiment comme mission d'encourager les artistes, les créateurs. Oui, à créer, exactement. À créer, exactement. Et si j'ai bien compris, votre troupe a fait son petit chemin sur la scène internationale. Oui, ben oui, c'est sûr. On a eu la chance de participer à plusieurs vitrines, des vitrines aux États-Unis et tout, qui nous ont permis de voyager. Donc, ben, dans ce qui est vraiment marquant, on a participé aux Jeux de la francophonie en Afrique, au Niger, en 2005. Donc ça, c'était le fun. On représentait le Canada là-bas. T'étais là aussi? Oui, j'étais là, oui. Et sinon, on a fait aussi des festivals en Corée du Sud. Donc, à Busan, entre autres, et Ulsan, des villes au sud de la Corée, donc au sud de la Corée du Sud. Et donc, ça, entre autres. Sinon, on a fait une semaine de spectacle à New York aussi, au Alvin Ailey American Dance Theatre. Puis, depuis les 3-4 dernières années, on se concentre vraiment sur le marché plus canadien. On fait des tournées dans l'Ouest canadien, dans les maritimes, dans les communautés francophones un peu hors Québec. Donc, ça a été très valorisant là, de se promener sur le territoire québécois, mais aussi d'aller voir les francophones à l'extérieur du Québec. On a senti une bonne connexion avec eux. Donc, puis là, ben, notre nouveau bébé, c'est un projet spécial qu'on a avec l'Irlande. On vient d'aller en Irlande en septembre dernier, rencontrer des danseurs et des musiciens avec lesquels on partage une passion de la danse percussive, des pieds, de la gigue. Dans le fond, nous, la gigue qu'on a au Québec est d'origine irlandaise, du chant noce. Et donc, on a rencontré des danseurs là-bas, puis on a monté un spectacle ensemble. Et eux s'en viennent au Québec en mai. Donc, on va pouvoir présenter ce spectacle-là qui s'appelle Remix un peu partout au Québec pour une première étape en mai, puis ils reviennent à l'automne aussi. Donc, tu chantes vraiment pas, toi? Non, on est occupés quand même. Je dirais que c'est des années assez occupées. Mais c'est vraiment le fun. Oui, toi, tu dois dire, moi, dans la vie, je suis bien enlignée, je fais la bonne chose. Ça fait combien de temps que tu es avec cette compagnie-là? Depuis 2003. 2003. Ça fait, mon Dieu, ça va faire 13 ans cette année. Mais pour rentrer dans la troupe, tu étais déjà une danseuse interprète professionnelle. Bien, j'étais interprète. Je dirais, j'ai un parcours dans la danse folklorique à Laval. En fait, moi, je viens de Laval. Donc, j'ai dansé dans l'ensemble folklorique Les Pieds Légers à Laval pendant comme 7 ans. Puis après ça, un autre ensemble folklorique. Puis j'ai fait une audition pour entrer avec Zeugma. Puis j'ai eu ma formation après au sein même de la compagnie, en fait. Tu n'as pas étudié la danse? Non, j'ai pas étudié la danse à l'école ou quoi que ce soit parce que, bien, ils n'enseignent pas ça dans les écoles. Ce que moi, le créneau dans lequel je me suis spécialisée dans la danse percussive, j'ai plutôt fait des voyages pour me spécialiser, rencontrer des gens qui font ça au Brésil ou aux États-Unis ou ailleurs. Et tu fais ça à temps plein maintenant? Oui, bien, moi, j'ai la chance de faire aussi le booking, donc toute la diffusion de la compagnie. Donc, je me promène dans les marchés de spectacle pour représenter la compagnie. Fait que je fais la moitié au bureau, la moitié au studio. Fait que je change de chapeau comme ça selon les projets puis selon le dynamisme. Et en terminant, peux-tu nous parler du projet Cube le 14 février au Capitole de Québec? Cube, c'est notre nouvelle production in situ, ça s'appelle. Ça veut dire c'est vraiment dans le public. On l'a fait en vitrine à la Bourse Rideau. Puis on a un spectacle le 2 mai à la Maison des Arts de Laval avec Remix avec les Irlandais. Donc, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. 2 mai à Laval? 2 mai à Maison des Arts à Laval. Merci beaucoup, Yael. C'est un plaisir. Bien, merci.
Pour nous parler de la 21e édition de la Dictée lavalloise, nous recevons le président de l'Association Québec-France Laval, M. Guy Ménard. Monsieur Ménard, merci d'être ici à Laval et compagnie. Vous allez bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça s'en vient très bientôt, la Dictée lavalloise. C'est le 19 mars. 19 mars, 21e édition. C'est une longue histoire qui continue et qui perdure dans le temps. Bon, on va y revenir. Je veux d'abord que vous me parliez un petit peu de votre association. Oui. Quelle est sa mission? Et elle existe, je pense, depuis 45 ans, est-ce que je me trompe? Oui, depuis 1971, au Québec, 3 ans auparavant, parce qu'on a un pendant en France qui s'appelle l'Association de France-Québec. Beaucoup de véhicules depuis ce temps-là. Hein, on est là pour faire connaître, on était là au départ pour faire connaître la France aux Québécois et la même chose en France. On est là pour la relation citoyenne entre les deux pays, très important. Connaître quelles sont nos priorités, quels sont nos problèmes au Québec versus ceux des Français. Alors, on est, vous savez, la seule association qui développe la relation citoyenne entre les deux populations. Je sais qu'elle était très importante, cette relation, il n'y a pas si longtemps encore. Est-ce qu'elle est encore avec la nouvelle génération? Est-ce qu'elle est encore aussi tangible qu'elle l'était à notre époque? Elle est aussi tangible, mais on la voit peut-être un peu autrement. C'est-à-dire qu'on développe des nouvelles choses avec les nouveaux instruments qu'on a. C'est pas facile, l'exemple aujourd'hui, de faire venir des gens aux conférences quand on sait que vous n'avez qu'à aller sur Internet et développer les mêmes sujets. Alors, est-ce que les gens vont se déplacer un soir de tempête de neige pour venir écouter un conférencier quand on a tout sur l'Internet? Je pense pas. Okay. Alors, on y va sûrement sur le côté interactivité, faire des dégustations en même temps que les conférences, des choses qui vont attirer les gens. Parce que vous faites quoi, à peu près une douzaine d'événements par année? Une douzaine d'événements, la gastronomie, la culture, on touche à plein de sujets. On fait des voyages de week-end l'été dans des régions du Québec. C'est une grande famille, il y a beaucoup d'amitié dans cette famille-là. Est-ce que c'est un club social? Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? Oui, pourquoi pas. On peut sûrement l'appeler ainsi. Mais tout en développant des choses qui ont rapport avec... Et vous savez, on a quelque chose de très nouveau depuis quelques mois, c'est qu'on se verse maintenant sur la francophonie. Alors, ça s'appelle maintenant Association Québec-France-Laval et francophonie. Parce que la francophonie est partout dans le monde. Oui, et pour inciter les autres entités francophones, surtout de Laval, je pense aux Haïtiens, je pense à plein d'Africains qui sont là et qui peuvent s'intéresser aux choses qu'on va développer maintenant. Vous savez, nos membres ont tous été, ou presque, en France. Alors, c'était comme devenu le moment où franchir un nouveau pas, la francophonie, et s'ouvrir sur d'autres choses. L'entité, quand je parle d'entité francophone, je peux parler de l'Acadie, je peux parler des francophones du Manitoba, plein de choses qu'avant, on ne pouvait pas, parce qu'on était liés. Évidemment, on garde nos priorités avec la France, avec nos petits cousins de Laval-en-Mayenne, notre ville jumelle, vous savez. Oui, justement, Laval-en-Mayenne, qui est une ville beaucoup plus petite que Laval en tant que telle. Je pense que c'est quoi, 50 000 de population? 55 000. Vous savez, on n'a jamais fait... on ne peut pas parler de quantité ou de grosseur de ville quand on fait des jumelages. On a toujours à apprendre le plus petit que soit. Alors, j'ai tout le temps mentionné à Laval, quand j'étais là, et puis il y a plusieurs anecdotes là-dessus qu'on peut apporter. Des choses qu'on a vraiment découvertes, même si la ville de Laval-en-Mayenne était plus en population et en grandeur plus petite que la nôtre. C'est une ville médiévale, alors que Laval n'a que 50 ans, si on parle juste de l'entité de Laval. Oui, voilà. Et vous faites encore la promotion, je pense, c'est pour une 32e année d'échange d'étudiants qui vont soit aller travailler là-bas ou aller faire les vendanges, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il va aussi y avoir des étudiants français de Laval-en-Mayenne qui vont venir ici à Laval? Oui, parce que nous autres, à Laval, c'est prioritaire la réciprocité. C'est-à-dire que votre enfant vient dans ma famille, et vice-versa, les Français et les Québécois. Là. Alors, c'est pour une 30e ou 30... Depuis 1985 qu'on fait ça. Et il y a encore des places disponibles, à moins que je me trompe? Il y a toujours des places disponibles. On va recevoir les gens en comité de sélection, je pense que c'est au mois de mars, pour éventuellement les faire partir vers la fin de juin. Ça doit être un beau moment à vivre quand même pour ces jeunes-là. Et vous savez qu'à l'Association Québec-France, c'est le seul programme qui existe au Québec qu'on envoie des gens travailler en France et qui sont rémunérés pour le faire. En plus? Oui. Absolument. Donc, on a le plaisir puis la paye en plus. Et voilà. OK, on s'en va sur la 21e dictée lavalloise, 21e édition, on le dit, 19 mars prochain, lue à nouveau cette année par Marius Brisson. Qui a rédigé le texte?
Vous savez, on y va une fois, c'est le côté français, une fois, c'est le côté québécois. Est-ce qu'on est du côté français? On est du côté québécois. Québécois, OK. Et il y a une dame qui s'appelle Louise Monvert, qui a été récipiendaire du trophée de la dictée lavalloise il y a quelques années, qui va faire le texte. C'est un grand secret. Moi-même, je ne sais pas même le sujet, mais c'est correct comme ça. En autant qu'on garde ça secret, on est sûr qu'il n'y a pas de coulage et puis que... Et il y a différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut... il y a même des élèves du primaire qui peuvent participer, secondaire. Primaire 1, primaire 2, secondaire, cégep, adulte. Alors, il y a de la place pour tout le monde. C'est combien de gens qui y participent à chaque année? L'année passée, quasiment 350 personnes. Et ça ne coûte que 2 $, et ça fait des siècles et des siècles. Des siècles que c'est le même prix. Que ça coûte le même prix. Oui, c'est ça. On peut s'inscrire en ligne, mais aussi on peut s'inscrire le matin de la dictée, ou c'est mieux de le faire un peu avant? On peut s'inscrire en ligne ou sur le site de la Ville, ou en téléphonant au numéro de téléphone qui sont sur les affiches. Bon, justement, je vais vous donner des petits détails tout à l'heure. Oui. Parlons de cela. Donc, c'est donc le 19 mars. C'est au pavillon du Bois de Papineau. Oui. Pavillon du Bois Papineau. C'est 3235 boulevard Saint-Martin-Est. Oui. Comme je l'ai dit, ça ne coûte que 2 $. Oui. Il y a des prix à gagner en plus. Beaucoup de prix. On fait affaire avec plein de partenaires importants. Et puis, beaucoup de librairies également qui nous donnent des choses, des livres, etc. Oui. Ne serait-ce que pour le défi, hein? Oui. Puis de passer un bon moment. Oui. Le défi de soi-même, dans le fond. Hein? Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, nous, on n'est pas extraordinairement bons, mais on vient voir où on se situe là-dedans. Absolument, puis ça nous améliore. Oui, okay. Exactement. Et il n'y a rien de mieux qu'Antidote pour nous montrer justement qu'il y a un nouveau commanditaire. Absolument. Pour nous montrer à quel point on a aussi quelques lacunes et je m'en suis aperçu. Oui. Donc, 19 mars, 13h, pavillon du Bois Papineau, 3235 boulevard Saint-Martin-Est. Association Québec-France, le site web, c'est québec-france-laval.org ou sinon 514-602-7564. Bonne encore 21e dictée pour cette année. Puis au plaisir de vous revoir. Un grand plaisir. Merci. Les films biographiques ont la cote et le film La Case du siècle ne fait pas exception. Cette comédie dramatique avec une grosse brochette de vedettes hollywoodiennes, dont Christian Bale et Brad Pitt, est en nomination pour 5 Oscars. 5 Oscars tout de même, Nicolas. C'est beaucoup. Bonjour. Salut. Donc, on est en plein dans l'effervescence de la période pré-Oscar. C'est très bientôt, d'ailleurs. Oui, c'est très bientôt. C'est à la fin février. Fin février. Ce film-là est nominé pour le meilleur film, la meilleure réalisation, meilleur acteur de soutien pour Christian Bale. Scénario aussi. Écoute, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui explique, je trouve, extrêmement bien un peu ce qui s'est passé, le crash financier en 2008, ce qui s'est passé, on le comprend un petit peu mieux. Puis il y a eu des films dans le passé comme ça, comme en 2011, Margin Calls, qui est disponible sur Netflix, pour ceux qui l'ont. Je trouve que c'était parfait comme film. Et ça, Margin Calls, ça expliquait justement, pendant une soirée, c'est un jeune employé de je ne sais pas trop quelle banque, qui découvre qu'il y a un crash qui va arriver bientôt et il n'y a rien pour arrêter ça. Et là, il y a une espèce de gros meeting qui se passe. Mais pour, mettons, moi et tous ceux qui ne comprennent pas beaucoup le marché boursier, les détails, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais ce film-là, The Big Short, qui est basé sur un roman d'ailleurs, et celui qui a écrit ça, il s'appelle Michael Lewis, et lui, il a écrit d'autres romans qui sont transformés en films, qui ont été nominés aux Oscars, comme par exemple Moneyball en 2011, The Blind Side en 2009 avec Sandra Bullock. Donc, tout ce qui est écrit, c'est de l'art au box-office. Et même ce film-là, The Big Short, 29 millions de dollars de budget et 87 au box-office pour ce type de film-là, c'est vraiment parfait. Et ce film-là, ça raconte, dans le fond, c'est en 2005, c'est 3 histoires, trois personnes différentes qui vont découvrir à leur manière qu'il y a quelque chose d'énorme qui s'en vient bientôt, une espèce de gros crash. Et personne ne peut arrêter ça encore. Mais ce qui est le fun de ce film-là, c'est que c'est très bien vulgarisé. On le comprend. Oui. Le spectateur va comprendre qu'est-ce qui explique le crash qui arrive. Oui, on le comprend. On le comprend en partie. Et souvent, le film, l'histoire va couper pour donner des exemples, des exemples que je trouve très, très, très concrets. Comme, une des raisons, c'est au niveau des maisons. Il y a eu un gros crash à ce niveau-là. Et ce qui explique dans le film, c'est qu'à un certain moment donné, les banques passaient de l'argent à peu près n'importe qui voulait s'acheter une maison. Et il y a de plus en plus d'actions toxiques qui se sont créées. Et ça, j'avais déjà entendu avant, mais je ne comprenais pas trop le principe.
Une action toxique, c'est, bon, imagine que toi, tu t'empruntes pour une maison. Bon, ça, c'est bien. Mais moi, à côté, je dis, bon, moi, je gage que non, ça ne marchera pas ton affaire. Pouf, ça, c'est une action toxique. Et là, en arrière de moi, il y a 2 autres personnes qui disent, mettons, Nico, il a raison ou il a tort. Pouf! C'est des actions vides qui valent absolument rien. Exactement. Et cet exemple-là est démontré pendant une partie de roulette au casino. Et justement, ils ont pu transformer, les banques ont pu transformer quelques millions en plusieurs milliards. Donc, c'est des magouilles, là, des banques américaines, oui, carrément. Oui, bien, c'est des courtiers, c'est des magouilles de courtiers, de ce que je peux comprendre. Qui prévoyaient le crash, qui voulaient un crash, tu crois? Pas nécessairement. C'était juste des gens qui voulaient s'enrichir, qui pensaient à très, très, très court terme, mais comme tout le monde se disait, comme si ça se peut pas que du jour au lendemain, plus personne ne soit capable de payer leur maison. Ben oui, ça arrive si tu passes, je sais pas, 500 000 $ pour une maison à quelqu'un qui fait 22 000 $ par année. Eh bien oui, ça va arriver. Et les banques ont fait beaucoup d'argent parce que les gens devaient remettre les clés parce qu'ils étaient plus capables de payer leur hypothèque. Au contraire, c'est que toutes ces actions toxiques-là que tout le monde a investi dedans, ils valaient plus rien du tout. Donc les gens ont perdu énormément d'argent. Et dans le film, d'ailleurs, quand les gens le découvrent, comme Christian Bale, le personnage qui interprète, il investit dans des actions et lui, il comprend cette espèce de gamique-là et il commence à investir son argent contre à peu près tout le contraire, admettons, pour que le système perde. Et tout le monde dit, ben non, ça n'a pas de sens. Tu gères notre argent, tu peux pas faire ça. Et là, tout le monde panique. Et ceux qui l'ont découvert, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils se sont grandement enrichis avec ça. Mais ce film-là vulgarise bien ce qui s'est passé. Et le réalisateur, c'est Adam McKay. Et ce qui est spécial, c'est que ce gars-là n'a jamais fait de drame de sa vie. Il fait de la comédie. Il a réalisé la plupart des films de Will Ferrell depuis les 5-10 dernières années. Et là, tout à coup, il décide de réaliser une comédie dramatique. Moi, je trouve ça très intéressant. Et ça fait longtemps qu'il voulait faire ce film-là, mais Paramount, à un moment donné, lui a dit, la compagnie qui a distribué ce film-là, OK, on te permet de le faire, mais par contre, il faut que tu fasses Présentateur vedette 2 pour nous. Puis Présentateur vedette, ça a été un gros succès en 2004 avec Will Ferrell. Oui. Et depuis ce temps-là, il a essayé d'en faire un deuxième et personne ne voulait. Et là, tout à coup, c'est pas qu'il voulait plus, mais il était sur d'autres projets, bien là, ils ont dit, garde, tu fais Anchorman 2 pour nous, ça rapporte bien de l'argent, on va être content. Puis là, en échange, on produit le tien, puis bien, au bout de la ligne, c'est parfait ce que ça a donné. Tout le monde a été gagnant là-dedans. Ben oui. Dont la compagnie de production de Brad Pitt aussi, Plan B, oui. Plan B Entertainment. Oui, tout à fait. Brad Pitt a un rôle, d'ailleurs, là-dedans. Moi, je trouve que c'est vraiment parfait pour ce que c'est comme film. C'est 130 minutes, mais on ne voit pas le temps passer. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que le film est vraiment coupé des fois par certaines séquences pour vulgariser certaines choses. Avec des gens connus, ça donne... ça rend l'histoire un peu plus légère. Il y a des petits caméos de vedettes, c'est ça qui est le fun aussi. Oui. Et c'est bien expliqué. On m'a dit que c'était comme un peu documentaire, un peu parfois. Oui, parce que c'est basé sur des faits vécus. Okay. Donc... Bien, merci beaucoup, Nicolas. C'est un film qui fait réfléchir. Il nous dit, entre autres, qui détient vraiment la richesse dans le monde. 1 % de la population qui détient 99 % de la richesse. Alors, c'est à y réfléchir. Merci beaucoup, Nicolas. Toute bonne chose a une fin. Ça conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, votre association, votre regroupement. Voici les différentes façons pour entrer en contact avec l'équipe de Laval et compagnie. Soit par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Un gros merci à tous nos invités qui se sont déplacés en studio, de même qu'à notre excellente équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses, de même que l'équipe de réalisation et de production. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vivante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. T'es pas là la semaine prochaine? Mais non, malheureusement, je serai à Portland. Oregon. OK. Moi, je la semaine d'après. Mais toi, tu vas être au rendez-vous. Bonne semaine, tout le monde. Au revoir.